peut être lié à n'importe quel système physiologique dans l'organisme. À partir du moment où on l'a, sous forme de feedback, on va pouvoir apprendre assez rapidement à influencer intentionnellement l'activité physiologique en question. Donc, le feedback peut provenir de l'activité du cerveau, mais ça peut être au niveau du cardiaque. Par exemple, lorsqu'on mesure la cohérence cardiaque, on peut faire du feedback pour moduler la cohérence cardiaque. On peut moduler l'activité électrique du cerveau. On peut, ultimement, là, on n'a pas trouvé de limite à ça. On peut mettre des électrodes, par exemple, au niveau de la moelle épinière, des neurones de la moelle épinière. Il y a des études qui ont été faites chez des gens qui souffrent de paralysie suite à des accidents. Ils sont capables d'apprendre à faire en sorte que des influx nerveux essaient d'aller réveiller, par exemple, des neurones ou même de faire régénérer des neurones. Donc, il y a des gens qui étaient paralysés qui maintenant marchent grâce à ça. C'est assez extraordinaire. Donc, la limite du biofeedback, on appelle ça le biofeedback, là, la grande catégorie, mais neurofeedback, c'est un exemple de biofeedback. On ne connaît pas les limites de ça. Moi, je pense que on pourrait même en faire au niveau des gènes, l'activité des gènes. Si on avait un feedback d'information en lien avec nos gènes, on serait capable d'influencer probablement l'activité de nos gènes parce qu'on le fait déjà au niveau épigénétique. Donc, à travers ce qu'on mange, à travers est-ce qu'on fait de l'exercice, est-ce qu'on fume, est-ce qu'on boit de l'alcool ou pas, mais aussi à travers ce qu'on pense, à travers nos émotions, etc. Donc, probablement qu'on est capable d'aller directement moduler l'activité d'à peu près tous les systèmes physiologiques dans l'organisme. Par rapport à c'est ça le neurofeedback. OK. Puis moi, j'ai une question aussi de Rick Hainaut qui demande, lorsqu'on fait un apprentissage, des connexions neuronales se font dans le cerveau. Oui, c'est ça qu'on appelle la neuroplasticité. OK. Alors, pendant un siècle en neurosciences, il y avait quelques dogmes. On en a parlé tantôt. Par exemple, c'est le cerveau qui produit la conscience, comme le foie sécrète la bile. Finalement, on s'est rendu compte, non, pas nécessairement, c'est pas le cas. On a aussi dit pendant au-dessus d'un siècle que on devait composer avec le cerveau avec lequel on venait au monde. Donc, il y en a qui avaient plus de chances que d'autres. Il y en a qui ont, pour des raisons génétiques ou autres. Mais c'était faux aussi. On pensait qu'on pouvait pas générer de nouveaux neurones après la naissance, qu'on pouvait pas établir de nouveaux contacts et tout ça. Puis finalement, à la fin des années 70, on a commencé à faire des études avec des rongeurs, des souris, des rats de laboratoire, qu'on les mettait dans ce que les chercheurs ont appelé des environnements appauvris. Par exemple, ils n'avaient pas de jouets, il n'y avait pas de roulettes pour faire de l'activité physique, etc. Puis, il y avait d'autres cages où on les mettait dans des environnements qu'on appelait enrichis, où là, il y avait beaucoup de stimulation. On a découvert que la structure même du cerveau changeait. Donc, les fibres qui connectent les régions entre elles, ce qu'on appelle la matière blanche, techniquement, les câbles, on les appelle les axones, qui connectent entre les différentes régions. Ça, la densité augmentait. Puis, il y avait des nouveaux neurones qui étaient générés aussi. Et par la suite, avec les techniques d'imagerie cérébrale qui sont apparues, là, on a pu vérifier que c'était aussi le cas chez l'être humain tout au long de sa vie, plus quand on est plus jeune, mais quand même, il y a une capacité, une neuroplasticité qui existe tout au long de la vie, qui fait que on peut très bien apprendre à jouer d'un instrument de musique à 70 ans, 75 ans. Ça va être un peu plus difficile pour l'individu, mais c'est quand même possible. Oui. Alors oui, lorsqu'on fait des apprentissages nouveaux, on établit des nouveaux contacts synaptiques. C'est ce qui fait qu'il va aussi avec la suite de sa question. Tu sais, il y a des choses qui se transforment physiquement. Donc, il y a des personnes qui ont vécu un EMI puis qui reviennent d'un coma. Ils reviennent avec des connaissances. Est-ce qu'on a déjà documenté la transpiration psychologique du cerveau dans tel cas? Je ne sais pas si j'explique bien la question. La transformation? Bon, il marque transpiration. Oui, mais... Psychologique. Vous savez... Physiologique.
Physiologique, donc, je l'ai parlé au début de l'entrevue, là, les gens qui disaient être capables de rester en contact avec la lumière, même des années après leur expérience, j'ai vu des signaux. On a regardé l'activité électrique du cerveau là, avec mes assistants de recherche et puis toute l'équipe. Puis, ils généraient des ondes électriques qu'on ne voit pas normalement chez la plupart des individus. Il y avait des patrons d'activité cérébrale différents. Le problème, c'est qu'on n'a pas pu les comparer avant parce qu'on ne sait pas dans la population qui va avoir les expériences. Qui vont avoir une expérience de mort provisoire, par exemple, à l'avance. Non, mais par contre, comme moi, je l'ai déjà vécu, ça, une expérience de mort imminente. Peut-être que j'aurais le cerveau dans vos expériences et je passerais dans votre casse avec les plugs puis tout. Pour moi, vous verriez des affaires qui c'est pas normal. Je sais que c'est pas normal, je le sais. Oui. Moi, ce que j'avais découvert, c'est ce que ça l'indiquait finalement. Oui, c'est ça. Ben, c'est parce qu'il y a des nouvelles. C'est ça, il y a de la plasticité qui, en fait, le cerveau change continuellement. C'est un système dynamique, vivant, qui se modifie continuellement. Mais c'est un couteau à deux tranchants parce que ça peut avoir un impact positif, mais ça peut avoir un impact négatif. Il y a une neuroplasticité qui a des conséquences fâcheuses au niveau de la programmation mentale, par exemple, dont René parlait tantôt. Ben ça, c'en est de la neuroplasticité, mais qui ne va pas dans le bon sens. Exact. Parce qu'il y a une histoire, j'imagine que vous n'avez déjà entendu parler, l'enfant qui s'était fait couper la main, puis qu'il voyait, je ne sais pas quelle sorte de petite bête qui pouvait reproduire, le bras il repoussait, là. Il voyait des petites bêtes faire ça. Ici, la salamandre. Comment? Salamandre. Salamandre. Oui, la salamandre. Ben, donc, vous l'avez entendu parler de cette histoire-là. Le jeune, il s'est mis dans sa tête que ça allait repousser comme la salamandre fait repousser ses membres. Oui. Et c'est réellement revenu. Ben, tu as le cas du docteur Joe Dispenza. Explique. Ben oui. Puis, il y a eu un accident grave, puis toute sa moelle épinière était défaite. Puis il s'est guéri lui-même par la pensée, là. Oui, mais vous avez le Dr. Eben Alexander, neurochirurgien, qui a eu une expérience de